Bienvenue dans le Grand Journal. À la une de l'actualité, une rixe mortelle à Saint-Louis. Un jeune tué dans une altercation pendant une séance de Simb, le jeu de faux lion. Nous serons avec notre correspondant dans la capitale du Nord. Chavirement d'une pirogue transportant des migrants au large des îles Canaries. L'embarcation venait de Mbour. Il y a 9 rescapés sur une 60aine de passagers. Notre dossier du jour sur la suspension des chantiers sur le littoral, la bande des Filao et d'autres zones des régions de Dakar et Thiès. Nous reviendrons en détail sur la mesure et vous entendrez des réactions d'impactés et du grand public. Le FMI et le Sénégal, une mission du fonds séjourne à Dakar jusqu'au 2 mai prochain. Au menu, le suivi du programme en cours et l'avenir des relations. Dans notre rubrique Point de vue, nous nous pencherons sur les priorités des organisations syndicales à la veille de la fête du travail qui sera célébrée demain 1er mai. À la mise en onde de cette édition, Abdoulaye Diop. Souleymane Niang. Ce drame à Saint-Louis, un jeune homme a été tué au cours d'une bagarre lors d'une séance de Simb ou jeu de faux lion. Une enquête est ouverte par la police. Les détails avec Ousseynou Diop. Le drame s'est produit hier tard dans la nuit au quartier HLM de Saint-Louis. El Hadj Omar Ndiaye, âgé de 20 ans, originaire du Saloum, a été froidement tué par son camarade suite à une bagarre lors d'un jeu de faux lion. Un drame qui a plongé tout le quartier des HLM dans la tristesse et la désolation. Ahmed Dia est le président du conseil de quartier de Léona HLM. C'est vrai qu'il est ressortissant, qui n'habite pas Léona, il n'est pas originaire de Léona, il est originaire du Saloum, m'a-t-on dit. Et donc, mais il est dommage que vraiment de perdre sa vie comme ça, dans ces circonstances vraiment. Le jeu de faux lion n'a pas été autorisé selon le président du conseil de quartier. C'est pourquoi il invite les autorités policières à mener des enquêtes sérieuses pour arrêter l'auteur du crime odieux. Que les autorités puissent en tout cas sévir, prendre les responsabilités, identifier déjà l'auteur de cette terrible action. D'après les informations qu'on a eues, l'autorisation qui a été servie n'était pas pour organiser des cibles, c'était pour organiser d'autres actions. Le corps de la victime est toujours à l'hôpital régional de Saint-Louis. Il a été acheminé à la structure sanitaire par les sapeurs-pompiers. Selon nos informations, l'organisateur du Simb a été arrêté, mais l'auteur des faits a lui pris la fuite. L'enquête suit son cours. Ousseynou Diop, Saint-Louis, RFM. À Ourossogui, dans le Matam, c'est un homme d'origine gambienne qui est décédé dans une gargote. Il était malade depuis quelque temps. La gendarmerie a ouvert une enquête sur les circonstances de sa mort. Ali Bandelnian. Une fin tragique pour ce jeune Gambien. Frappé par un malaise il y a un peu plus d'une semaine, Ibrahima Diamé avait été dans un premier temps acheminé par les éléments des sapeurs-pompiers vers le centre hospitalier régional de Ourossogui. Après quelques jours de prise en charge, le jeune homme se sentant mieux est libéré pour poursuivre son voyage. À la recherche du travail, Ibrahima Diamé devait se rendre à Saint-Louis. Mais malheureusement, il ne s'y rendra plus jamais. À la gare routière de Ourossogui, où il attendait le départ du car devant le transporter, il fait un autre malaise et les secouristes viennent le déposer sur une natte non loin d'une gargote. C'est quelques minutes seulement après qu'il a rendu l'âme. Informés, les éléments de la brigade de la gendarmerie de Ourossogui se sont transportés sur le site en compagnie des éléments des sapeurs-pompiers. Et après le constat d'usage, le corps sans vie de Ibrahima Diamé de la quarantaine a finalement été acheminé vers la morgue de l'hôpital de Ourossogui. En attendant de retrouver ses origines et ses parents, une enquête a été ouverte par les gendarmes sur la mort de ce jeune Gambien à la gare routière de Ourossogui. Matam, Ali Bandelnian, RFM. Évoquons à présent cette nouvelle tragédie de l'émigration irrégulière. 51 personnes originaires d'Afrique subsaharienne parties de Mbour sont portées disparues après le naufrage de leur pirogue au large des îles Canaries. Seuls 9 migrants ont pu être secourus par la garde civile espagnole après avoir passé 2 jours accrochés à l'embarcation en partie immergée dans l'eau. Anna Rocha. C'est un navire marchand qui a repéré la pirogue à une centaine de kilomètres de l'île d'El Hierro aux Canaries. Selon l'EFE, l'agence de presse espagnole, les secours ont été immédiatement dépêchés sur place en raison de l'état de la pirogue en partie submergée. La garde civile espagnole a donc récupéré par hélicoptère 9 migrants qui s'accrochaient difficilement à la pirogue. Certains s'étaient même réfugiés sur la poupe. Ils ont été transportés par la suite à l'hôpital de la commune d'El Hierro pour des cas de déshydratation et de douleurs abdominales. Selon les témoignages recueillis sur place, la pirogue a quitté Mbour il y a 9 jours. C'est au 7e jour du voyage que leur canot a coulé. Pourtant, depuis le 26 février,
juillet, la Marine nationale sénégalaise n'a intercepté aucune embarcation en partance du Sénégal, contrairement à la gendarmerie nationale qui a arrêté dans la nuit du 20 au 21 avril dernier, 61 candidats à l'immigration irrégulière, dont 6 convoyeurs entre Dakar, Bourg et Fatick. Pour le moment, aucune information sur l'identité des personnes qui étaient à bord de ce navire, mais l'ONG Caminando Fronteras explique que les décès se multiplient. Elle a déjà dénombré plus de 1500 morts pour les 4 premiers mois de l'année 2024. RFM, la radio de toute l'actualité. Venons-en maintenant à l'arrêt des constructions sur le littoral à Guédiawaye. Des acteurs de la société civile applaudissent dès demain. Au-delà de cette décision, la section locale du Forum civil veut un audit foncier de la bande des Filao. D'un autre côté, ils avertissent les nouvelles autorités hors de question de mettre en œuvre une stratégie de spoliation foncière. Dossier concocté par Famadion. Michel Mendy est le coordonnateur du Forum civil section Guédiawaye. Depuis la déclassification des 826 hectares de la bande des Filao, lui et ses camarades se sont battus. Les dégâts au niveau de cette bande sont énormes. Presque 90% de la forêt a été éradiquée. Certains quartiers qui n'étaient jamais inondés sont envahis par les eaux pluviales parce que tout simplement les dunes qui retenaient la pluie et les arbres qui retenaient les eaux de pluie ont été affaissés. Déjà, quand le président Macky Sall avait pris ce décret-là, classification de cette bande, nous avons combattu ce décret. Aujourd'hui, le dossier concernant le déclassement de la bande des Filao est sur la table de la Cour suprême. Au-delà de la décision des autorités étatiques d'arrêter tout ce qui est construction sur le littoral, c'est un audit foncier de la bande des Filao qui est réclamé. Que le président aille au bout de son idée, c'est-à-dire qu'il fasse un audit foncier de la bande, qu'on cherche qui occupe régulièrement et irrégulièrement la bande et tous ceux qui sont en porte-à-faux avec la loi soient sanctionnés. Si toutefois doit y avoir aménagement de la bande, que ce soit de façon concertée avec les populations. Babacar Mbaye Ngaraf est un acteur politique. Selon lui, la mesure est certes salutaire, mais il précise que sur la bande des Filao, il n'y a aucune construction sur le domaine public maritime de Guédiawaye. Si elle est prise pour mettre en œuvre une stratégie de spoliation légalisée, les gens se battront pour faire valoir le droit. En attendant d'y voir plus clair, nous ne pouvons ne pas nous inquiéter l'amalgame et la confusion que certains cherchent coûte que coûte à établir dans cette affaire. La contestation populaire concernait l'accaparement de la façade maritime de la corniche Est et autres. Précisons d'abord que le littoral, c'est un fourre-tout. Les Sénégalais, ce qu'ils condamnent, c'est l'occupation du domaine public maritime. Et les nouvelles autorités ont décidé d'arrêter tout ce qui est construction sur le littoral qui s'étend sur 700 km à Guédiawaye. La bande des Filao préoccupe les populations qui ne veulent pas être spoliées de leurs terres. Autre réaction à cette décision de suspension des travaux sur le littoral, celle du responsable moral du site Nguédiaga de Malika, Serigne Mandione Thiaoulaye, s'en réjouit et propose des réformes foncières ainsi que la mise en place d'une commission. Il demande également au président Bassirou Diomaye Faye de rester vigilant sur le conflit foncier sur les 45 hectares de Nguédiaga, qui est désormais sur la table du procureur de la République. Serigne Mandione Thiaoulaye, responsable du site, est interrogé par Aminata Ba. Je ne fais que me réjouir de cette décision prise par les nouvelles autorités d'arrêter toutes les constructions au niveau de la corniche et sur le littoral, surtout au niveau de la VDN 3, de Guédiawaye jusqu'à Tivaouane-Peulh. Toutes les difficultés que les gens vivent dans cette partie du Sénégal est due simplement à une certaine catégorie de gens qui se liguent pour spolier les gens de leurs terres. Et souvent, on voit ou on entend le nom d'un préfet ou d'un sous-préfet ou d'un gouverneur. Alors, si ces derniers sont chargés de confectionner le rapport pour éclairer un peu la lanterne des nouvelles autorités, certainement, ils n'auront pas la bonne information. J'aurais proposé à ce que les nouvelles autorités créent une commission autonome indépendante. Il y a toute la question. Enquêter sur tous les aspects de la question pour avoir la bonne information. Les travaux n'avancent pas parce qu'il y a un arrêt. Tout ce qui tourne autour de Nguédiaga, des Filao coupés, maintenant ils ont ouvert une carrière qui génère beaucoup d'argent parce qu'on parle de 4-5 millions par jour. Personne ne vous dira où est-ce qu'il va cet argent-là. De porter plainte. La plainte a été enregistrée, nous avons été entendus et le dossier est sur la table du procureur de la République. Quand il sera à Yoff ou à Cambérène,
Ils ne manqueront pas d'interpeller le président par rapport au foncier. Mais je dis simplement au président de la République que ce dossier-là est très sensible. Quant aux impactés de Mbour 4 à Thiès, ils se réjouissent également de la suspension des procédures domaniales et foncières par l'État. Toutefois, ils comptent se concerter pour décider de la suite à donner à leur combat. Écoutons le coordonnateur du collectif des impactés de Mbour 4, Pape Cissé, au téléphone avec El Hadj Ndiogou Diène. Nous avons quand même reçu l'information au même titre que tous les Sénégalais. Hier, on a été en Assemblée générale. Nous avions quand même fait l'état des lieux de toutes les statistiques du travail qui a été quand même abattu. Le service des domaines de l'urbanisme en parfaite collaboration avec le collectif de Mbour 4. Donc cette décision du supérieur, l'arrêté je veux dire, a été quand même appréciée. Nous l'avons apprécié à juste titre. Maintenant on va se réunir en collectif pour essayer au moins de faire une lecture en diagonale et en médiane pour voir quel comportement adopter par rapport à ça, quoi. Et pour être complet sur ce dossier, une compilation de réactions de Sénégalais qui se prononcent sur les dernières décisions du chef de l'État Bassirou Diomaye Diakhar Faye qui veut remettre de l'ordre dans le domaine du foncier. Les citoyens que notre reporter a rencontrés approuvent l'arrêt provisoire des chantiers sur le littoral et la suspension des procédures domaniales et foncières. Ils demandent tout de même que tout se fasse dans les règles de l'art. Reportage à Dakar. Boubacar Dian. Titre foncier 1451R. Parce que mangi de toujours suma. Abdoulaye Hadfal habite la commune de Kermessar. Ce commerçant s'attend à des réponses claires et nettes concernant surtout la vive polémique d'il y a quelque temps entre l'actuel Premier ministre Ousmane Sonko et Mamour Diallo, directeur des domaines à l'époque. Si aujourd'hui beaucoup de personnes connaissent Ousmane Sonko, c'est en partie lié au problème du titre foncier 1451R. Il se passe des choses extrêmement graves là-bas. Depuis 3 ans, des familles qui avaient légalement acquis des terrains de la SNHLM ont d'énormes difficultés puisque de tierces personnes ont revendu ces terrains avec des actes de cession en toute illégalité. Donc le problème du TF 1451R doit être réglé au plus vite. En dehors de l'arrêt des chantiers sur le littoral, les procédures domaniales et foncières sont suspendues dans certaines zones. Amadou Niane approuve mais demande que tout se fasse en toute conformité avec les lois en vigueur au Sénégal. Les litiges fonciers doivent être tirés au clair pour que les Sénégalais puissent savoir que justice a été faite. On ne leur demande pas de faire une chasse aux sorcières, loin de là, mais que cela se fasse dans le respect de la loi. Le directeur général de la direction pour la surveillance et le contrôle de l'occupation du sol d'ESCOS a annoncé un rapport détaillé sur l'occupation du littoral, rapport qui selon le colonel Sabouri Ndiaye va être soumis aux autorités qui par la suite vont décider du reste. RFM, l'info c'est ici. L'info c'est ici. À Ziguinchor, ce mouvement d'humeur des populations de Kantène, ces dernières ont bloqué ce matin l'axe principal qui mène à la frontière avec la Guinée-Bissau pour réclamer la mise en service de l'électricité dans cette zone périphérique à la commune de Ziguinchor. Les populations de Kantène, très remontées contre la Sénélec, exigent le respect des engagements pris en faveur de l'électrification effective de la localité. Écoutons Séni Sonko, porte-parole des populations de Kantène, au micro de Lamine Ba. Kantène est à 2 mètres de Ziguinchor. Ah oui. Mais c'est pas possible que Kantène souffre d'obscurité alors que devant nous, derrière nous, il y a des villages qui sont électrifiés au détriment de Kantène. Kantène ne peut pas être dans le noir jusqu'ici. C'est pas possible. C'est pourquoi nous avons tenu à manifester pour montrer notre colère par rapport à ce qui se passe. On est discriminé, si je peux m'exprimer comme ça. Kantène ne doit pas continuer à rester dans le noir. C'est pas possible. Ah ouais. À partir de 23h, tu peux pas circuler dans Kantène parce que tu as peur d'être agressé. Voilà. Donc il faudrait que la Sénélec pense à nous. Mais nos enfants là n'arrivent pas à prendre la nuit. Et on a marre d'acheter les bougies. C'est pas possible.
Ceux qui ont les moyens ont des panneaux solaires chez eux. Mais ceux qui n'ont pas les moyens, qu'est-ce qu'ils font? C'est pas possible. Courant, Cantine souffre de tous les maux. Sécurité, zéro. École, zéro. Poste de santé, zéro. Route, zéro. On lance un appel à tout le monde. Les bonnes volontés, ceux qui ont la volonté de venir en aide à Cantine. On est preneur. Mais on fait appel à tout le monde. Alors, si toutes les nouvelles autorités, il faut que les gens passent à nous. Traversant la frontière, les Sénégalais vivant en Guinée-Bissau attendent avec impatience la visite du président Bassirou Diomaye Faye. Ils mettent sur la table plusieurs dossiers, entre autres l'octroi de papiers administratifs ou encore les licences de pêche, des difficultés qu'il faut élaguer. Selon Cheikh Mahmoud Sissé, il vit à Bissau, ancien diplomate et ancien conseiller du président bissau-guinéen entre 2009 et 2018. Il est avec Nafissatou Silla. Les attentes sont multiples. C'est de pouvoir régulariser nos papiers toujours le plus rapidement possible, d'autant que entre Bissau et Dakar, c'est juste une histoire de 1 heure de vol ou voilà quelques heures par la route. Et ce que nous souhaitons, c'est que par exemple au niveau des licences de pêche, qu'on nous facilite l'obtention des licences de pêche et qu'on nous facilite aussi de pouvoir rentrer dans les eaux territoriales bissau-guinéennes. Bon, à part ça aussi, les problèmes administratifs. Des fois, que ce soit au niveau des passeports ou des cartes d'identité, ça prend beaucoup de temps et pendant toute cette période, vous êtes dans l'illégalité dans ce pays avec les rafles de la police ou les contrôles policiers. Il se peut que vous tombiez pendant cette période, vous êtes sans papier. Et ça peut jouer. Soit vous êtes amené en prison ou quelque chose de ce genre. Mais à part ces problèmes, nous nous sentons bien ici en Guinée-Bissau et c'est comme si nous étions chez nous. Nous l'attendons impatiemment, sa visite aussi à Bissau. Et nous irons tous à l'aéroport pour l'accueillir comme le nouveau président de la République du Sénégal. Et puis vous le savez, une mission du Fonds monétaire international est à Dakar depuis vendredi. Elle prend fin, cette mission, le 2 mai prochain. Selon des économistes que nous avons contactés, il s'agira de mettre à jour les rapports entre le Sénégal et le FMI. Celle-ci fera le FMI fera également des remarques sur les différents domaines d'intervention. Le Sénégal devra également revoir avec son nouveau régime ses relations avec l'institution. Seydou Nourouba. Abdoulaye Seck est économiste, il est ancien conseiller à la présidence de la République. Il tente de faire le point sur la mission du FMI à Dakar. Nous allons partir d'une situation de référence qui existait avec le nouveau régime et maintenant c'est à partir de cette situation de référence-là que les nouveaux tenants du pouvoir vont faire leurs propositions et leurs orientations et le FMI également fera ses remarques par rapport en tant que partenaire technique, en tant que conseiller, mais également en tant qu'apporteur de capitaux. Donc le FMI fera également ses remarques, le FMI fera également partager sa vision, son expérience par rapport à l'accompagnement de certaines catégories de population, de certaines catégories de pays, mais également par rapport à la vision globale que nous nous engageons, à cette souveraineté économique que nous voulons, à cette souveraineté monétaire que nous voulons, à cette productivité que nous voulons faire avancer. Selon Magaye Gaye, économiste international, entre le Sénégal et le Fonds monétaire international, de nouveaux rapports devraient s'établir, notamment avec le nouveau régime. Je pense que le Sénégal a les possibilités en interne de mobiliser ce montant-là grâce à l'élargissement de la base fiscale, de l'assiette fiscale, grâce également à la renégociation des contrats en cours et également à une cure d'austérité vaut effectivement des charges de l'État. Mais aujourd'hui, en aucun cas, le Sénégal ne devrait accepter justement une quelconque baisse de des subventions accordées dans le domaine de l'énergie. Parce qu'un gouvernement qui arrive, sur qui l'on fonde beaucoup d'espoir, ne doit pas aller dans ce sens-là. Je pense que la mission devrait être mise à profit également par les nouvelles autorités pour questionner le FMI sur un certain nombre de préoccupations. Il faut rappeler qu'en juin 2023, le FMI et le Sénégal sont parvenus à un programme économique et financier pour 1150 milliards de francs CFA, un contrat qui prend fin en 2026. RFM. L'actualité internationale. Le journal international avec vous, Georges Détié Diop. Bonjour. Bonjour, Souleymane. Mali, l'armée élimine un chef militaire du groupe État islamique au Sahel. C'est hier que l'armée a annoncé la mort d'Abou Huzaifa.
Il a été tué dimanche au cours d'une opération dans le nord, près de la frontière avec le Niger. Les forces armées maliennes poursuivent leur mission de surveillance et de sécurisation sur l'ensemble du territoire en menant des patrouilles aéroterrestres. Ces opérations sont souvent réalisées en coordination avec les forces armées des pays membres de l'AES. Selon la DIRPA, l'armée malienne a réussi à neutraliser un important chef terroriste de nationalité étrangère le dimanche 28 avril dans la zone de Liptako. C'est dans le secteur d'Indiliman. Dans un communiqué, l'armée souligne que l'identification et les indices ont confirmé la mort d'Abu Uzaifa, alias Hugo, impliqué dans plusieurs attaques contre les populations des États membres de l'Alliance pour le Sahel. Sa tête avait été mise à prix 3 fois par les États-Unis. Washington avait promis jusqu'à 5 millions de dollars pour toute information permettant de le localiser. Abu Uzaifa était un commandant militaire du groupe État islamique au Sahel, dans la zone des 3 frontières, Mali, Niger et Burkina. Son principal fait d'armes, celui d'avoir pris part à l'attaque de Tongo Tongo en 2017 au Niger, au cours de laquelle 4 soldats américains des forces spéciales et 4 soldats nigériens avaient été tués. Sur l'une des rares photos de lui en circulation, il pose d'ailleurs avec une arme volée aux soldats américains lors de cette attaque. Par ailleurs, le 27 avril dernier, les FAMA ont empêché un autre terroriste de nationalité étrangère dans la région de Tombouctou. Encore un attentat terroriste au Kenya. Un attentat à la bombe dans le nord du pays. Attaque pas revendiquée selon le ministre de l'Intérieur. La bombe a été placée discrètement sur une charrette tirée par un âne pour passer inaperçue. Elle a explosé dans la ville d'Elwak, située près de la frontière nord du pays avec la Somalie. L'explosion a fait 5 autres blessés. La visite du président de la République démocratique du Congo à Paris, Félix Tshisekedi, reçu ce mardi par Emmanuel Macron, un tête-à-tête au cours duquel il sera question de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, où des combats opposent l'armée aux rebelles du M23, où on y également un volet économique avec des partenariats à conclure dans le secteur de l'agriculture, des ressources minières, mais aussi de la sécurité. La guerre à Gaza pour terminer, une délégation israélienne attendue au Caire ce mardi. Elle doit discuter avec le Hamas d'une nouvelle proposition de cessez-le-feu dans la bande de Gaza. La délégation est composée de responsables de la sécurité. Une délégation du Hamas a quitté la capitale égyptienne hier après des discussions approfondies avec des médiateurs égyptiens. Selon des sources sécuritaires qui se sont confiées à l'agence France Presse, elle reviendra avec une réponse écrite à la proposition de trêve. Merci Georges Détié-Diop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Dans notre rubrique Point de vue à la veille de la fête du travail, demain 1er mai, nous parlerons des attentes des travailleurs et des organisations syndicales. Et pour ce faire, nous serons avec M. Modi Guiro, secrétaire général de la CNTS, et M. Alioune Fall, chef de la division négociations et relations professionnelles au ministère du Travail. RFM Sport. Avant cela, l'actualité des sports avec vous, Malal Junior Diagne. Bonjour. Bonjour Suleiman. Les acteurs du football de Saint-Louis continuent de lancer un SOS pour le stade Mawadouad. Qui a fait plus d'une vingtaine de blessés dans les rangs de la Linguère de Saint-Louis. La pelouse est dans un état pitoyable, ce que déplore l'entraîneur de la Linguère de Saint-Louis, Abdou Majib Diagne, qui invite les autorités étatiques, mais également les autorités également au niveau de la mairie à tout mettre en œuvre pour que les choses puissent changer au plus vite. Abdou Majib Diagne, que nous écoutons. Nous, on a toujours souci parce que nous qui sommes là au quotidien et qui vivons les réalités, on a plus mal parce que eux, ils font que 95 voire 97 minutes. Nous, on est toute la semaine, tout le mois, toute l'année, on est là. Là, pas plus tard qu'avant-hier, j'ai comptabilisé 15 blessés qui ne sont pas encore de retour dans l'équipe, qui jouaient titulaire. Sans compter ceux qui étaient blessés et qui reviennent. À l'image de Hazard aujourd'hui, qui est revenu, qui jouait les matchs avant, mais qui était blessé, qui vient de reprendre. Donc, si je compte bien, on est à 20 ou 21, comme ça. Maintenant, la faute, c'est à nous, c'est l'UG, parce qu'on laisse trop faire. Nos autorités, ils nous aident pas. Le terrain là, ça va faire 20 ans. 20 ans. Aliou Citoyen a été refait
3 ou 4 phases dessus. Pikine, même chose. Louga, même chose. Mais nous, on est traité en parent pauvre, quoi. C'est dommage. C'est dommage pour Saint-Louis. Ligue des Champions, on joue la première demi-finale ce soir. À 19h, ce sera en Allemagne le Bayern de Munich qui reçoit à l'Allianz Arena l'équipe du Real de Madrid. C'est rien que ces deux équipes ont gagné 20 fois la Champions League puisque le Real est recordman au niveau des trophées, 14 gagnés contre 6 pour le Bayern de Munich. Lutte avec frappe, franc des Parcelles Assainies à l'assaut du B52 de Mbour. Un combat prévu demain à l'arène nationale. Grand contre petit, c'est comme ça qu'on aime présenter ces affiches qui opposent la plupart du temps les doyens de l'arène aux plus jeunes. Franc a-t-il les coups de France, l'expérience et la force pour déraciner Bombardier? Serigne Bombardier est-il toujours le B52 de Mbour? Réponse d'Abdoulaye Dembélé, journaliste sportif, chroniqueur et spécialiste de la lutte. Un combat très explosif. Nous parlons de grand contre petit. Bombardier étant le plus âgé, il a presque 48 ans. Franc étant le moins âgé, avec environ 30 ans. Donc c'est un combat où Bombardier, on sait qu'il n'a pas réussi à battre Reug lors de son dernier combat, le 24 décembre 2023. Donc tout le monde se disait que c'était une combine tellement personne n'avait jamais pu battre Bombardier de cette façon, de manière vraiment facile. Alors que c'est parce que Reug avait su la clé pour pouvoir le battre de manière très nette. Bombardier a toujours fait montre qu'il n'est pas fini, il est loin d'être un athlète vraiment fini. Mais c'est à partir de son combat contre Franc qu'on saura réellement s'il est fini ou bien s'il a encore plusieurs restes pour rester à être un lutteur modèle sur le plan physique grâce notamment à son hygiène de vie. Maintenant, Franc est un champion qui n'a pas encore concédé de défaite. Il va vers un combat très intéressant pour lui. C'est la première fois dans sa carrière qu'il affrontera vraiment un VIP, vraiment quelqu'un qui a été roi des arènes par 2 fois. Et les auditeurs de la radio RFM seront les témoins oculaires de ce face-à-face puisque ce combat sera retransmis en direct et en intégralité sur la RFM. Merci, Malal Junior Diagne. L'autoroute de l'avenir vous offre votre revue de presse. La revue de presse avec Mohamed Ali Mouba. Bonjour. À la une, coup de pied de Diomaye Faye dans la fourmilière foncière à Dakar et environ. Après l'arrêt des travaux sur la corniche, le président étend ses tentacules sur Thiès, Mbour et Saint-Louis. Le chef de l'État ordonne donc l'arrêt de tous les lotissements dans les zones concernées. Pour Sud Quotidien, le président marque ses empreintes. Mon confrère note que le nouveau régime fait face tout de suite à un chantier titanesque. S'agissant du littoral, le journal Le Témoin note que la DESCOS est en train de faire un audit de la situation dans tous les sites concernés. Bosby le jour avertit en mettant un coup d'arrêt sur les opérations foncières et des constructions. L'État du Sénégal fait face à 100 000 problèmes. Le confrère note qu'il freine en même temps le programme 100 000 logements et pour cause la cause Mbour pointe sa reine, pôle urbain de Bambilor, Denis Biram Daou, Dagarol passant, lui tous les sites sont impactés. Avec la suspension des travaux, l'Obs soutient que Diomaye s'en prend à ce qu'il appelle une bombe foncière. Le foncier est une matière conflictogène au centre de toutes les convoitises. L'expert Kader Fantangom alerte sur le caractère définitif et inattaquable des titres fonciers. Enquête relève que pour le moment, aucun des services de l'État du Sénégal n'est informé de la décision du président d'arrêter les travaux sur la corniche, hormis la DESCOS. Un haut fonctionnaire réagit dans le journal. Il dit, on dirait un club. Les gens s'enferment, prennent des décisions et sortent pour faire des déclarations. C'est une décision qui était attendue, mais il ne faut pas faire du 2 poids, 2 mesures, prévient Anne Jouga, une architecte. Un comité ad hoc mis en place pour étudier les dossiers qui pourraient faire l'objet d'une dérogation. La corniche Est et Ouest, Guédiawaye, Malika, Mbour, 400, Louis, Bois, Pellerin, terme sud, recasement 2, cité, batterie, et je pense aussi. Le journal Rewmi Quotidien note que les sites sensibles vont de Dakar à Saint, terme sud, recasement 2, cité, batterie, et je pense aussi. Le journal Rewmi Quotidien note que les sites sensibles vont de Dakar
Dakar à Saint-Louis en passant par Guédiawaye, Lac Rose, Mbour, à Thiès entre autres, l'I Quotidien se demande pourquoi c'est Atepa Goudiaby qui annonce la décision. Pourquoi lui à la place des autorités habilitées? Le journal LAS nous dit que Atepa Goudiaby, c'est l'homme qui mange à toutes les sauces, du président Senghor au président Diomaye en passant par Diouf et Macky Sall. Les accidents de la circulation et la série noire qui se poursuit au Sénégal. Hier encore mort à MJ à Dakar près de Castor et une dizaine de blessés. Un bus a dérapé. Tribune fait le décompte. En 72 heures, il y a eu 19 morts et plus de 60 blessés. La fête du travail le 1er mai et le cahier de doléances. L'Obs nous dit que le cahier de doléances des travailleurs va être annexé au projet. Cherté du coût de la vie, violation des libertés, des droits syndicaux dans les entreprises, difficulté de celles-ci, respect des accords. Le chantier est vaste. À la une du journal Bës Bi Le Jour, ce dossier sur l'occupation anarchique de l'autopont de Keur Massar, insécurité, marché noir là-bas. Le journal nous dit que Keur Massar se clochardise. Oui, devenu le département le plus populeux de la banlieue dakaroise, la ville de Keur Massar pouponne avec un boom démographique couplé à une occupation anarchique. Cette ville se clochardise davantage, la preuve par l'espace public aménagé sous l'autopont qui est devenu un souk. Marchands ambulants et conducteurs de moto Jakarta et sans-abri se disputent les places dans une insécurité qui inquiète les riverains. Dans le journal Source A, ces nominations au poste de responsabilité, le financement du parti, de la construction du siège parti et le souci d'avoir une majorité parlementaire à l'Assemblée nationale, les coulisses d'une réunion secrète de PASTEF. Le journal Source A note que Ousmane Sonko propose à Bassirou Diomaye Faye un poste de président d'honneur du parti. Concernant les nominations au poste de responsabilité, le chef de file de PASTEF a soulevé l'impatience des militants avant de rassurer qu'elles ne viennent que de commencer mais que les choix se font avec rigueur. Sonko, qui dit fermer la porte aux transfuges, a déclaré que ceux qui seront choisis donc vont occuper des postes de responsabilité. Ils devront aussi cotiser pour la construction du siège du parti. Réponse de Bassirou Diomaye Faye, ceux qui seront nommés devront contribuer à l'effort de guerre dans la mobilisation des ressources financières du parti. Ils devront, selon le président, aussi être compétents dans leurs domaines respectifs pour faire de bons résultats. Bonne nuit à tous. L'autoroute de l'avenir vous a offert votre revue de presse. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Point de vue à 12h33. Bienvenue à la veille de la fête du travail qui sera célébrée demain. Nous nous penchons sur les priorités du monde du travail et les attentes des travailleurs ainsi que de leurs organisations représentatives, notamment les centrales syndicales, avec les nouvelles autorités du pays. Pour tenter de répondre à ces questions, nous sommes en ligne et en direct avec M. Mody Guiraud, secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal. M. Guiraud, bonjour. Mody Guiraud, que nous allons retrouver certainement dans un instant. J'espère que nous sommes avec M. Alioune Fall, chef de la division négociations et relations professionnelles au ministère du Travail. M. Fall, bonjour. Oui, bonjour Souleymane. Alors je vais commencer avec vous en attendant de retrouver Mody Guiraud, le secrétaire général de la CNTS, à la veille de ce 1er mai. Quels sont les grands dossiers du moment dans les relations entre les travailleurs et les autres partenaires, notamment l'État et les employeurs qui sont sur vos tables, vous? Merci Souleymane. Comme vous le savez, demain, Inch'Allah, c'est le 1er mai, on va sacrifier au rituel. Donc les centrales syndicales et les autres organisations vont remettre des cahiers de doléances. Donc ce sera l'occasion de remettre au goût du jour certaines revendications, et parmi celles-ci les plus récurrentes. Mais en tant que gouvernement, c'est une attitude d'écoute que le gouvernement va avoir vis-à-vis des organisations syndicales. Donc à titre symbolique, comme vous le savez, il y a la traditionnelle remise des cahiers de doléances au président de la République, comme cela se fait chaque année. Je rappelle que une fois remis au chef de l'État, ces cahiers sont traités par le ministère du Travail avec une large concertation qui doit avoir lieu entre tous les départements ministériels, les organisations d'employeurs et les organisations syndicales.
ces concertations font l'objet d'un rapport. Ce rapport est disponible et remis au président de la République. Donc dans ce rapport, on peut relever les points saillants. Mais justement, comment cela a-t-il évolué depuis la dernière remise des cahiers? Quels sont les problèmes majeurs qui ont été réglés et quel est le contentieux résiduel actuellement? Oui, je voudrais relever que juste après la célébration de la Journée internationale du travail en 2023, la coalition des centrales syndicales affiliées à la CSI avait mis sur la table une plateforme minimale pour l'augmentation des salaires catégoriels, l'augmentation de la prime de transport et l'augmentation du SMIC. Nous avions à l'époque convié les partenaires sociaux autour des négociations et ces négociations ont pu donner à une hausse généralisée des salaires dans le secteur privé et une hausse de la prime de transport et du salaire minimum interprofessionnel garanti. Donc ça, c'est un pas important qui a été constaté suite à des efforts que l'État avait fait pour l'augmentation des salaires dans le secteur public. L'autre chose, c'est la protection des travailleurs dans les lieux de travail. Donc, c'est une doléance qui revenait assez souvent. Et je peux vous dire maintenant qu'un chantier est en cours depuis bientôt une année et qui concerne le Code du travail et le Code de la sécurité sociale. Aujourd'hui, avec les nouvelles autorités, nous serons à l'écoute des orientations nouvelles qui vont nous parvenir et les travaux vont se poursuivre dans le sens de se doter d'un Code du travail qui soit en phase avec les évolutions et mutations notées dans le monde du travail. N'est-ce pas? Entre-temps, nous avons retrouvé Mody Guiro. Monsieur Guiro, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, la CNTS. Dans quel état d'esprit irez-vous demain à la remise des cahiers de doléances? Quels sont les grands dossiers du moment et quelles sont vos attentes vis-à-vis des nouvelles autorités? Écoutez, demain, nous allons rencontrer M. le Président de la République pour lui faire part des préoccupations du monde du travail. Je voudrais à l'entame de mon propos vous souhaiter une bonne fête d'ailleurs. Merci à vous aussi. À vous et à tous les travailleurs du Sénégal, au-delà du Sénégal, de l'Afrique et du monde. Merci. Je pense que d'abord, il faut rappeler que le président de la République quand même nous a convié à une rencontre le 23 passé. Donc c'était une rencontre de prise de contact avec lui, en présence de le Premier ministre, du ministre du Travail et celui de la fonction publique. Je pense que c'était une rencontre importante pour nous parce que rare dans l'histoire de notre pays, le président de la République, une fois installé, puisse dans les premières actions menées à rencontrer donc les acteurs sociaux que nous sommes. C'était en fait un signal fort pour nous, démontrant à notre avis la disponibilité de M. le Président d'imprimer des relations basées sur un dialogue social fécond. Donc cela, nous l'avons salué. Et je pense que cette rencontre également a permis à M. le Président d'échanger avec nous sur certaines de ses priorités, et particulièrement la question de l'emploi des jeunes et la nécessité donc de lutter contre la vie chère. Donc vous allez à la rencontre de demain, peut-être avec un peu plus d'optimisme, disons, par rapport justement aux préoccupations du monde du travail, comme vous dites. Écoutez, l'optimisme, oui, nous avons toujours été optimistes. Je pense que l'optimisme est de rigueur pour nous. Je pense que le pessimisme ne sert à rien. Il faut toujours être optimiste, tout en sachant que les difficultés sont là, les revendications vont se poursuivre. Donc tant qu'il y aura un État, quand il y aura des employeurs et des travailleurs, il est évident que les contradictions vont surgir, les revendications vont naître, et c'est comme ça va la vie. Maintenant, c'est de nouvelles autorités, c'est la continuité de l'État. Et demain, je pense, le 1er mai, nous allons avec le même pas, d'abord, et avec la nécessité également de décliner devant le président de la République et son gouvernement les attentes, les préoccupations du monde du travail. Et ça, nous le ferons comme nous l'avons l'habitude de le faire, avec responsabilité, engagement, mais également avec la plus grande clarté. Je pense que les revendications sont là, elles sont multiples, multiformes,
et touchant également pas mal de secteurs. Mais comment évaluez-vous, je posais la question tout à l'heure à M. Alioune Fall, l'évolution du dialogue social et le sort qui est fait à vos revendications ces dernières années? Est-ce que les problèmes se sont amplifiés? Est-ce que vous avez quand même des résultats par rapport à ce que le monde du travail souhaite comme réforme, comme changement? Je pense qu'il faut quand même saluer la qualité du dialogue dans notre pays. Je pense que le Sénégal a toujours été un pays de dialogue. La qualité du dialogue social est reconnue par tout le monde, n'est-ce pas? Et le plus souvent, et vous également, les gens ne voient que ce qui est visible en vrai, mais le dialogue, il est quelque part souterrain. Les gens se parlent avec les autorités, ils se parlent avec le patronat parle avec les syndicats. Donc, c'est ça en fait la dynamique de ce dialogue-là. Maintenant, il est évident que le dialogue n'a pas toujours su résoudre tous les problèmes que nous avons. À un certain moment, vous avez donc des questions qui se règlent, notamment en ce qui concerne les salaires, les négociations salariales sont souvent très difficiles, mais les gens y parviennent à mettre en œuvre donc ce dialogue social-là. Les préoccupations liées également à cela, à d'autres questions, notamment les révisions des conventions collectives, la convention collective nationale interprofessionnelle qui a été révisée. Tout cela a été fait avec des négociations, des discussions entre le patronat, les organisations syndicales en vue d'arriver. Et puis même là, en ce qui concerne la prime de transport, s'il y a au préalable des négociations qui se font en amont avant d'arriver à ce qu'on peut appeler la table, avant d'arriver autour de la table de négociation. Tout ça se prépare avant d'en arriver. Donc cela, il faut le saluer, il faudra le maintenir. Il y a également la disponibilité des autorités. Quelquefois, ce sont les autorités étatiques qui ne sont pas disponibles. N'est-ce pas? Quelquefois, ils sont difficiles pour ceux qui doivent régler les problèmes. Souvent, la réaction, elle est lente. Elle n'arrive que quand les gens se voient, que quand c'est trop tard. Quand on est dans un conflit. Alors que quand le conflit éclate, pour l'arrêter, c'est toute une difficulté. C'est pourquoi nous mettons l'accent pour la qualité du dialogue social. Il faut mettre l'accent sur l'anticipation. Quand les syndicats alertent, quand les gens alertent, il faut des déclarations. Quand ils envoient des signaux à partir des marches, quand ils envoient des signaux à partir des brassards rouges, il faudrait que les autorités soient attentives et qu'ils puissent anticiper, rencontrer les partenaires qui sont concernés, échanger avec eux en vue de trouver des solutions avant que le conflit n'éclate. N'est-ce pas? Vous l'évoquiez il y a un instant, donc quand il y a des alertes, c'est-à-dire des dépôts de préavis, des sorties dans les médias, et même des grèves d'avertissement, etc. Alioune Fall, chef de la division négociation et relations professionnelles au ministère du Travail, on a remarqué ces derniers temps justement cette résurgence du conflit social dans plusieurs secteurs. Le secteur primaire avec les travailleurs de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, les travailleurs des collectivités territoriales qui ont des revendications depuis plus d'1 an maintenant. Il n'y a que dans le monde peut-être de l'éducation qu'on note une nette accalmie, mais dans beaucoup de secteurs, il y a un peu de remous, y compris même chez les inspecteurs et les contrôleurs du travail. Que vous avez entendu ces derniers jours, qui parlent de la faiblesse des moyens de travail et d'autres revendications. Comment anticiper et comment régler ces problèmes? Est-ce que c'est une solution parfois, comme fait l'État, de ne pas répondre du tout à ces revendications et de laisser un peu la situation pourrir dans une certaine mesure? Comme M. Modiguero vient de le dire, je pense que l'État est proactif et agit assez souvent. Même le secteur de l'éducation, dont vous dites que on note une petite accalmie, il n'empêche, nous recevons tout le temps des préavis de grève qui concernent ce secteur-là. Vous avez donné l'exemple du secteur primaire, l'exemple des collectivités territoriales et l'exemple même des inspecteurs du travail et de la sécurité sociale. Alors, quand il dit que oui, vous savez, le dialogue social, c'est quelque chose qui se passe des fois pas sous le feu des projecteurs. Donc, c'est un quotidien au niveau du gouvernement et puis les gens se parlent. Certaines questions qui sont adressées sont des questions très difficiles qu'il faut aborder avec beaucoup de responsabilité.
Et il n'est pas dit que parce que les gens font la grève que les autorités n'agissent pas. Au contraire, ce que je veux dire par là, c'est que tout cela dénote de ressort de dialogue social assez performant et assez dynamique qui fait que, quelle que soit la difficulté de certains problèmes qui sont adressés, les gens essaient de trouver des solutions. Même les solutions qu'on trouve actuellement, si vous remontez à peu près la date à laquelle ces problèmes-là ont été posés, vous vous rendez compte que c'est des solutions qui ont pu être trouvées par le temps, à travers un dialogue social qui fait que l'État et les travailleurs s'entendent des fois sur un échéancier, des fois ils s'entendent sur une périodicité des négociations. Maintenant, on est dans un pays où quand même la conjoncture économique... Oui, parce qu'il y a beaucoup d'engagements qui ne sont pas respectés. Hein? Oui, mais là, on ne peut pas le dire. En tout cas, en ce qui concerne l'État, on peut noter qu'il y a de grands efforts qui sont faits depuis ces dernières années. Justement, maintenant, la doctrine de l'État, c'est de ne plus s'engager sur des choses qui ne peuvent pas se réaliser. C'est pourquoi il faut prendre le temps de réfléchir sur des questions et de prendre des mesures en toute responsabilité. Vous avez tantôt parlé des inspecteurs du travail. Je donne juste un exemple qui aussi se font entendre par rapport à leurs moyens d'intervention et par rapport aux moyens logistiques qui doivent être mis à leur disposition. Tout ça devrait participer, si ces problèmes sont résolus, à avoir un monde du travail beaucoup plus apaisé. Comme je vous le dis, le dialogue social est une affaire de tous les jours et quand les gens interviennent sans qu'il y ait problème, c'est là qu'on peut avoir un système assez résilient. Et l'idée du gouvernement actuellement, c'est de renforcer tout ce qui est dialogue social. C'est de faire de sorte que, au niveau des départements ministériels, qu'il y ait des interlocuteurs qui soient accessibles. Je parlais tantôt du rapport sur le traitement des cas de doléances qui a été publié. J'aimerais simplement attirer l'attention sur le fait qu'on est même allé jusqu'à la désignation des points focaux dialogue social dans les différents départements ministériels pour un peu avoir des attaches qui sont accessibles et qui sont réactives face à certains problèmes qui sont posés. Et c'est une réalité sur le terrain? Oui, c'est une réalité. Certaines questions sont difficiles. Il n'empêche que sur le terrain, les gens se parlent. Je vous donne l'exemple juste du secteur des collectivités territoriales où dernièrement le ministre les a reçus et ils ont adressé un certain nombre de questions. Maintenant, la résolution de ces questions fait appel à une posture de l'autorité, des plus d'autorité. Donc je pense que certaines questions seront posées dans les cahiers de doléances et il appartiendra aux autorités de donner des orientations. Alors, mais dès que ces orientations sont données, ce qu'il faut retenir, c'est que le Sénégal, c'est un pays où les gens se parlent, c'est un pays où il y a de multiples cadres, où les syndicats, le patronat et l'État se retrouvent pour gérer un certain nombre de questions. Nous espérons que cette situation va encore se poursuivre et que les personnes se feront suffisamment confiance pour adresser les questions. Merci. Et d'en trouver des solutions en toute responsabilité. Merci Alioune Fall, chef de la division négociations et relations professionnelles au ministère du Travail. Mody Guiro, pour finir, Alioune Fall a évoqué un mot-clé tout à l'heure, c'est la conjoncture. Le dialogue social est au moins tripartite, travailleurs, État et employeurs. Or, l'État et les employeurs évoquent parfois la conjoncture difficile du moment, avec des arriérés de salaire, par exemple, dans le privé, des retards de salaire, et au niveau de l'État, des engagements non tenus. Est-ce que c'est un argument qui tient la route pour vous et comment cela influe-t-il votre stratégie, vous, en tant qu'organisation syndicale dans ce dialogue social et, le cas échéant, dans le conflit social? Moi, je pense qu'on ne peut pas nier l'existence d'une conjoncture difficile pour notre pays. Et bon, on est dans un environnement économique difficile. Hein? Ça, c'est vrai, il y a une crise. Vous avez les crises, vous avez les difficultés au niveau donc, des pays comme le nôtre en voie de développement. Mais cela ne justifie pas tout. Ça ne justifie pas tout. Je pense que le dialogue social a besoin d'être mieux pensé. Par exemple, ce que nous disons, qu'il faudrait éviter que les conflits éclatent pour réagir. Il faut également, comme Alain est mal placé, il est inspecteur du travail, mais il est évident que le ministère du Travail, quelquefois, manque de moyens.
Parce que pour prévenir les conflits, pour éviter les conflits, il faut savoir prévenir. Et la prévention, c'est du rôle de l'inspecteur de travail et des contrôleurs de travail qui ne sont pas suffisants en nombre et qui n'ont pas les moyens suffisants 72. pour faire leur job. Ça, c'est clair et net là. Deuxième question, c'est que vous savez tous très bien que c'est vrai, l'État a fait beaucoup d'efforts en ce qui concerne les traitements salariés dans certains secteurs, notamment la fonction publique, les enseignants. Vraiment, l'État a fait des efforts. Mais, parallèlement, il y a eu des oubliés. N'est-ce pas? C'est des injustices qu'il faudra corriger. Et ça, on ne peut pas dire que parce qu'on a une conjoncture. Ça, c'est des arbitrages qu'il faudra faire pour apaiser l'environnement global. Dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'administration, vous l'avez dit, le secteur primaire. Vous avez, la majorité des gens ont des indemnités et on laisse en rade quelques-uns. Alors qu'ils font le même job, ils ont même les mêmes responsabilités. La question qu'il faudrait, c'est dire que nous sommes d'accord pour que l'État puisse prendre des engagements soutenables. Mais une fois que ces engagements sont pris, il faudra les respecter. Voilà, la question est là. Donc maintenant, les arbitrages se font et on sait tous que, quelles que soient les négociations que vous faites, le nœud central, ce sont les finances. Et le ministère des Finances a son mot à dire. Il faut faire des arbitrages et que les problèmes des travailleurs sont mis au second plan. Il est évident que nous allons vers des perturbations. Et je pense que c'est là où il faudrait peut-être attirer l'attention des autorités, faire en fait un inventaire global de ce qu'il y a comme situation, essayer de voir ce qui est possible d'être fait, apaiser les esprits, ramener la confiance. Et maintenant, pour le reste, même s'il y a des crises, il faudrait peut-être les dérouler, faire des propositions concrètes, même si ça doit se faire dans le temps. Je pense que là, il faudrait que les gens aient une nouvelle démarche. Une démarche basée sur la vérité, sur la transparence et sur le respect des engagements. Merci. Si on le fait, donc nous allons vers un apaisement de l'environnement global. Merci Mody Guiro, secrétaire général de la CNTS. Merci à tous les deux. On vous retrouve dans la partie Wolof.